Si on se réfère à l'éthique du vivant, j'avais mis dans la première diapo la loi à la place de Dieu, point d'interrogation. C'est vrai que jusqu'à une époque relativement récente, on avait cette notion d'ordre immanent avec Dieu qui était au centre de tout. Et depuis une période récente, avec les avancées biomédicales qui sont considérables depuis quelques années, eh bien, il y a eu le besoin de... Enfin, on s'est aperçu qu'il y avait besoin de légiférer pour mettre des limites, en particulier concernant les périodes des extrêmes de la vie, la conception et la mort. Alors, je ne parlerai pas de la mort, bien entendu, je parlerai de la conception. Et en France, en 1994, sont apparues ce qu'on appelle les lois de bioéthique. Alors, est-ce que ces questions, et en particulier celles de la conception, voire de la mort également, ne peuvent relever que du droit? Certainement pas. On peut dire que la procréation, c'est le domaine du sacré par excellence, et l'AMP a été vécue dès son départ, dès son origine plutôt, comme transgressive. Transgressive parce que considérée comme le domaine réservé de Dieu, je vais pas me focaliser sur la religion, ne vous inquiétez pas, mais c'est les premières diapos. Et d'ailleurs, dans les années 80, le magistère, c'est-à-dire le Vatican, pour faire simple, le magistère donc a réagi très vivement. Il avait écrit un petit opuscule de Donum Vitae qui condamnait en masse, en bloc, j'allais dire, toute l'AMP. Toute l'AMP avait été donc vouée aux gémonies, si j'ose dire. Et ce qui était amusant, sans rentrer trop dans les détails, la seule technique d'AMP qui avait eu l'aval donc du magistère, c'était une technique qui a complètement disparu depuis, qu'on appelait le GIFT, Gamete Intrafallopian Transfer, où on déposait dans la trompe, par célioscopie, les spermatozoïdes, une petite bulle, qu'on a appelée un peu malicieusement la bulle papale, et les ovocytes. Et on laissait la fécondation, c'est ça qui était important, se faire dans l'intimité de la trompe. Et là, le Vatican avait dit, bon, ça encore c'est supportable, mais tout le reste, avec effectivement une fécondation réalisée sous l'œil sacrilège du biologiste, voire par le biologiste, ça ne passait pas. Néanmoins, cette PMA a été également considérée comme transgressive chez des non-croyants au nom de la nature. La nature qui, par définition, doit être bonne. Je ne pense pas du tout que c'est le cas, que ce soit le cas. Elle est ni bonne ni mauvaise. Mais on disait qu'elle est bonne et que à partir du moment où la procréation avait lieu hors de l'intimité du corps féminin, on rejoignait un peu le Vatican, eh bien, elle était contrôlée par le biologiste et ça, c'était pas bien. Et la parentalité également, toute parentalité différente de la norme. Et la norme, c'est quoi? C'est un enfant issu de l'union d'un homme et d'une femme, conçu et incubé dans le ventre maternel. Eh bien, toutes ces parentalités ne pouvaient être que mauvaises. On y est encore. La parentalité dans les couples de même sexe, voir la gestation pour autrui, etc. Toutes ces formes de parentalité posent question et sont condamnées par certains. Alors, un petit mot sur la technique d'ICSI, on en parlait à midi, mais bon, parce que c'est vrai que cette technique, l'ICSI c'est quoi? C'est Intracytoplasmic Sperm Injection. C'est une technique qui était dérivée de la fécondation in vitro et qui donc a permis, en 92-93, de pallier les infertilités masculines. La FIV classique était surtout destinée à pallier les infertilités féminines. Mais là, on a injecté pour la première fois en Belgique un spermatozoïde directement dans l'ovocyte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, effectivement, le biologiste choisit. Il choisit le spermatozoïde. Et les spermatozoïdes qui sont dans une goutte, voilà, qu'on voit ici à très fort grossissement, on va dire, qui sont pleins de vacuoles. Là, ils ne sont pas très jolis, les spermatozoïdes humains. Et on le choisit, et finalement, c'est le premier qui arrive parfois sous la pipette du biologiste. Ça peut être celui de droite, ça peut être celui de gauche, etc. Alors là, c'est vrai que pour la première fois, on pouvait dire que le biologiste intervenait directement dans le processus de fécondation. Et beaucoup de personnes, dont des scientifiques éminents, dont des généticiens, criaient au fou parce que on allait contre la nature, toujours cette notion de bonne nature qui devait sélectionner le bon spermatozoïde. Je peux vous dire que la nature ne sélectionne pas du tout le bon spermatozoïde, elle peut tout à fait laisser féconder un ovocyte par un spermatozoïde porteur d'une anomalie génétique. Ça n'a rien à voir. Alors
allons plus loin. Quelques mots sur les lois de bioéthique, qui sont référées finalement à la culture des pays concernés. Et on se aperçoit qu'il n'y a pas du tout d'harmonie entre les continents. Alors, Europe, Amérique, Asie, je pourrais donner quelques exemples plus tard, mais en tout cas, entre l'Europe et l'Amérique, on n'a pas du tout la même approche et les mêmes réserves par rapport aux techniques d'AMP et à certaines techniques. Mais même au sein d'un même continent, et je parlerai de l'Europe, bien sûr, eh bien, il y a des grosses différences. Alors, néanmoins, on a toujours le désir d'harmonisation, mais pour le moment, c'est resté vœu pieux au sein de l'Europe, parce que cela se heurte à l'histoire de chaque pays, au contexte socio, politico, religieux, etc. Si je donne un seul exemple, quelques exemples d'interdiction. Alors, jusqu'à une époque très récente, que c'est en train de changer, de part essentiellement certainement dû à l'influence de la religion, toute forme d'AMP est interdite en Pologne. La recherche sur l'embryon est interdite en Allemagne, Autriche, Irlande, Italie, Pologne, Slovaquie. Le don de gamètes est interdit en Italie, puis d'autres pays, mais je ne les ai pas tous cités. Et pour ce qui est de l'AMP pour les couples de même sexe, eh bien c'est interdit en France jusqu'à présent, également en Allemagne, Italie, Portugal, Russie, mais autorisé dans d'autres pays. Comme Israël. Comme Israël, absolument. Et la gestation pour autrui est interdite dans beaucoup de pays, on va dire ça, beaucoup de pays. Une diapo que j'ai empruntée à Pierre Jaunet, il la reconnaîtra. Quand on regarde par exemple l'accès des femmes du même sexe et des femmes seules à l'AMP, eh bien, si on reste simplement dans l'Europe, on voit que c'est interdit en France, c'est interdit en Suisse, c'est interdit en Allemagne, mais c'est autorisé, c'est interdit en Russie, aussi c'est autorisé en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique et en Hollande. Alors que, voilà, on est quand même dans l'Europe, là on reste dans l'Europe occidentale, disons. Alors au sein d'un pays, le regard social évolue en relation avec le contexte politique. Et je vous ai montré cette diapo, c'est Georges David, le père des sécos, des banques de sperme France, qui nous l'avait projeté il y a déjà quelques temps, et il me l'avait donné, pour vous dire l'évolution d'une mentalité en 50 ans. La France de l'après-guerre considérait le don de sperme comme une monstruosité, pas moins. Une condamnation sans appel de l'IAD par l'Académie, IAD c'est insémination avec sperme de donneur, des sciences morales et politiques. Le fait d'intégrer frauduleusement dans une famille un enfant qui portera le nom du père légal et qui s'en croira le fils, doit être considéré comme une atteinte aux assises du mariage, de la famille et de la société. Et la même Académie a surenchéri 8 ans plus tard. On peut voir dans ce geste et dans les circonstances qui l'accompagnent, voyez, on est en 57, un avilissement, une dégradation ou une méconnaissance de la dignité humaine. Rien moins que ça. Évidemment, maintenant, ça fait sourire ou ça fait froid dans le dos, comme on veut. Alors, la première loi de bioéthique, elle a finalement un autre exemple aussi. La première loi de bioéthique, en 1994, a finalement autorisé la congélation, donc la cryoconservation dans l'azote liquide des embryons issus de FIV. Après beaucoup de discussions, semble-t-il, dans le groupe parlementaire, qui était dirigé à l'époque par un médecin, Jean-François Mattei. Mais avec l'interdiction, assortie de l'interdiction de détruire les embryons cryoconservés, même si c'était le désir du géniteur. On était dans une situation qu'on peut qualifier de cauchemardesque, d'autant plus qu'il a fallu attendre 10 ans la révision de la loi, qui a attendu 2004, parce que les couples qui nous disaient, bon, finalement, ces embryons, on n'a plus de projet parental, on demande de les détruire, on disait, ah non, c'est pas... Mais on ne savait pas quoi en faire. On les gardait dans les cuves. Et enfin, en 2004, l'autorisation de les détruire, si le couple avait demandé, etc., a été prononcée. Alors bien sûr, tout cela est en relation avec le statut de l'embryon humain, avec des questions, à quel moment se constitue un nouvel être humain? C'est des questions qui se posent depuis très très longtemps. L'embryon humain est-il une personne? Et le point de vue est différent selon qu'on s'adresse à des biologistes, des philosophes, des théologiens, ou des juristes. Bien entendu, pour le biologiste, il va être impossible de dater précisément le début de la vie, parce que finalement c'est un continuum du stade des gamètes, qui sont des cellules vivantes, au stade fœtal et au-delà. Et bien entendu, on peut dire que l'ontogénèse est un processus continu, certes de complexité croissante. Alors la question, l'embryon, un amas de quelques cellules, une potentialité de personne, une personne potentielle, une personne à part entière dès sa conception, le biologiste n'a pas de réponse. C'est indiscutable.
Quel statut attribuer à l'embryon humain? Quand et comment s'acquiert-il? Et bien sûr, cela va avoir des conséquences, je n'en parlerai pas aujourd'hui, je crois que Pierre Joinet en parlera demain, sur les positions de la société, du législateur, vis-à-vis de la recherche sur l'embryon. Il est évident que si on considère l'embryon comme un amas de cellules, on ne voit pas pourquoi on ne ferait pas de la recherche dessus. Si on le considère comme une personne potentielle, voire à part entière, ça c'est la théorie catholique, c'est pas une théorie, c'est une croyance. Bien entendu, là on ne peut rien faire. Alors, en allant très vite, si on schématise un petit peu, il y a une position essentialiste. On dit qu'un embryon est humain parce qu'il est par essence de nature humaine. Mais il est évident que, je ne sais pas si je peux avoir la flèche, oui, que si on regarde ici, voilà un embryon avec, vous voyez, il y a 2 petits noyaux au centre pour les non-biologistes qui correspondent l'un au pronucléus, c'est-à-dire au génome du spermatozoïde, l'autre au génome de l'ovocyte, donc au génome paternel et maternel, qui sont réunis. On ne peut pas distinguer lequel vient du spermatozoïde, lequel vient de l'ovocyte. Pour un certain nombre de personnes, c'est le moment du début de la vie, le vrai moment. Mais cet embryon est très, on appelle ça le zygote, il est très proche, bien sûr, sur le plan morphologique, des ovocytes qui ne sont pas encore fécondés. La position existentialiste, au contraire, considère que, et là je cite Henri Atlan, la notion de personne ne se réduit pas à son génome, l'homme n'est pas conçu humain pour devenir un homme, l'embryon doit s'humaniser, soit au contact des autres, soit en acquérant son autonomie. Alors, bon, quelques petites... c'est amusant parce que un embryon de mammifère, et même de vertébré, est bien très proche de celui d'une autre espèce. Lequel des deux est de l'espèce humaine ici? C'est celui de droite, mais il faut le savoir. Celui de gauche, c'est de la souris, je crois. Pareil ici. Je crois que c'est celui de gauche, l'humain, et celui de droite, la souris. Bon, là, on le voit déjà un petit peu plus. Il ressemble un petit peu à un cochon, celui de droite. Mais vous voyez que voilà, c'est compliqué parce que quand les embryons se ressemblent tous à un certain moment, et même jusqu'au moment avant de devenir fœtus, un peu plus loin. Alors, et les couples. Quelle représentation ont-ils de l'embryon? Est-ce que c'est d'un organisme constitué de quelques cellules? Est-ce que c'est d'un fœtus? En fait, pour les couples, c'est un enfant potentiel, l'embryon. Et c'est bien cela qui fait la complexité de la chose. Alors, pendant les 5-7 minutes qui me restent, je voudrais dire un mot sur... J'ai le temps, bon, merci. Non, mais je ne vais pas dépasser. Les difficultés auxquelles est confronté le médecin de la reproduction. Merci Michel pour ce joli terme, ce joli néologisme de procréaticien que je n'avais encore jamais entendu. Alors, la loi de bioéthique, qui en est à sa 3e révision, elle a été révisée donc en 2004, puis en 2011, mais elle n'a pas vraiment... ce sont des révisions à la marge, je dirais. Elle fixe le cadre général des activités d'AMP. Tous les mots ont leur importance. Il s'agit d'un couple, il faut qu'on vérifie qu'il s'agit bien d'un couple et non pas d'un couple de circonstances, hétérosexuel, sans commentaire, vivant. Alors là aussi on peut se dire, pourquoi vivant? C'est évident. Ben non, on peut conserver des gamètes, et en particulier des spermatozoïdes, qui pourront être impliqués dans une fécondation après le décès de l'homme qui a fourni ces spermatozoïdes. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Donc vous voyez que tous les mots ont leur importance. Et en âge de procréer, là aussi, je n'ai pas le temps de le discuter, mais on discute en France depuis très très longtemps sur cette notion d'âge de procréer, et surtout concernant l'homme. Un homme à 80 ans, il est encore en âge de procréer physiologiquement, pour en tout cas un certain nombre. Est-ce que c'est pour cela qu'en AMP, on va s'être réjoui si on voit un couple, c'est très très rare, dont l'homme est franchement âgé en pensant à l'enfant qui va naître, bien entendu. Et c'est bien là la complexité, c'est que la loi nous confère une responsabilité dont on se serait peut-être passé, c'est celle d'apprécier l'intérêt de l'enfant à naître. Et il est écrit dans la loi qu'il faut, enfin c'est pas écrit comme ça, mais c'est ce que ça signifie, c'est qu'il y a une opposition entre le droit de l'enfant, on en a parlé un peu ce matin, et le droit à l'enfant. Et la décision est difficile, là aussi on en a beaucoup parlé, en cas de contexte médical ou socio-familial problématique, et en particulier du handicap. On a parlé du handicap ce matin, c'est complexe, comme je le disais, c'est au coup par coup, c'est au cas par cas, excusez-moi, au cas par cas. Et sans même parler du handicap, des maladies à pronostic très mauvais,
pose problème aussi. Il y a 20 ans de ça, on était confronté parfois, parce qu'on avait un centre dont un des médecins était très convaincu de ce qu'il faisait. Il nous envoyait beaucoup de jeunes couples qui étaient atteints de la mucoviscidose, parfois tous les deux. Et il nous disait, c'est un espoir formidable pour eux, ils veulent un enfant. À l'époque, on savait que l'espérance de vie était très très courte. Elle a augmenté heureusement depuis. C'était la responsabilité qu'on peut avoir de se dire on va faire un enfant au sein d'un couple qui sont malades et ils ont une espérance de vie très limitée. Est-ce qu'on est là pour... Enfin, est-ce qu'on est là? Est-ce que notre objectif, c'est de faire des enfants à tout prix, pour faire simple? Et bien entendu, on se heurte toujours à ce fameux principe d'autonomie qu'on met souvent, que les couples mettent en avant. L'autonomie, c'est nous, les couples, qui décidons. Mais s'ils n'ont pas de problème de stérilité, ça ne nous regarde pas, c'est leur question. Ils feront un enfant. Mais là, c'est des cas où, bien sûr, ils ont recours à l'AMP et donc on est partie prenante dans la décision. On ne peut pas s'en défausser. Et quand on parle du principe d'autonomie, il faut bien aussi réaliser que c'est un peu particulier ici, puisque certes, c'est les couples concernés, mais c'est pour faire un enfant, c'est-à-dire c'est pour une personne qui n'est pas encore née, une personne en devenir. Donc c'est vrai que c'est des histoires très complexes qu'on discute souvent, et comme je le disais, au cas par cas. Alors un exemple, une situation qui soulève une question éthique vraiment délicate, ce que j'ai appelé, pour faire simple, insémination en pré-mortem. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un homme qui a fait une autoconservation de sperme avant un traitement anticancéreux. C'est une démission des sécos en particulier. Et souvent, parfois, il y a une rechute. Et on sait que l'espérance de vie de cet homme est extrêmement limitée. Il va mourir et la conjointe qui connaît la loi, parce que l'insémination post-mortem est interdite, eh bien, vient en urgence, en quelque sorte, demander une insémination. Chaque année, on est dans les sécos en France, il y a au moins un centre qui est confronté à ce problème. Et là, c'est vrai, c'est très compliqué, parce qu'on est vraiment là, coincé entre le principe d'autonomie, comme je l'ai dit, le couple est libre après tout d'avoir un enfant de ces conditions, et l'intérêt de l'enfant, avec des guillemets, qui va de toute façon naître orphelin, et dans un contexte psychologique qu'on peut imaginer pas optimal. Hein. C'est arrivé la dernière fois, la naissance a coïncidé avec le décès du père. C'est pas vraiment ce qu'on peut espérer de mieux, comme contexte. Alors, là, je ne peux pas toutes les citer, mais juste pour pas non plus prendre trop de temps, il y a de nombreuses autres situations qui vont être source de questionnements éthiques, comme la gestation pour autrui. Elle est souvent justifiable d'un point de vue compassionnel. Les femmes vous disent, mais attendez, si j'avais pas d'ovaire, on me proposerait un don d'ovocyte. Si j'ai pas de trompe, on me propose une fécondation in vitro. J'ai pas d'utérus. Et pourquoi ne me propose-t-on rien? Bien évidemment, la situation, on le sait, elle est quand même à haut risque, hein, et des dérives possibles, avec l'établissement de relations gestatrices-fœtus. Et on discutait ce matin de quelque chose d'étonnant au petit déjeuner, une découverte toute récente qui ouvre des perspectives étonnantes. On s'aperçoit maintenant qu'il y a des cellules fœtales qui vont passer dans l'organisme maternel, qui ne vont pas être détruites par le système immunitaire et qui vont avoir des actions bénéfiques. Elles stimuleraient la sécrétion d'ocytocine, enfin elles stimulent par exemple, donc augmentant la relation d'empathie mère-fœtus, et également elles peuvent avoir des actions délétères, comme semble-t-il, dans certains cas, être un facteur favorisant de maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde et d'autres, ou le lupus. Alors, vous voyez, c'est pas simple quand même. Ce ne sont pas des relations simples. Il ne suffit pas après de dire, bon, quand la dame a accouché, je vous rends le bébé. On comprend bien que ces situations ne sont pas évidentes. Le don de gamètes, là aussi, je n'ai pas le temps d'en discuter, mais est-ce qu'il faut maintenir l'anonymat du donneur? Est-ce qu'il faut... c'est une question qui est très débattue. Au nom de l'intérêt supérieur à l'enfant, est-ce que l'enfant, il y a vraiment intérêt à ce qu'il connaisse son géniteur? Certains le revendiquent, d'autres ne le revendiquent pas. Et on peut penser que, là aussi, ça ne se réduit pas simplement quand l'enfant se sent mal, quand il connaît l'origine de sa conception. Ça ne se résume pas simplement au fait qu'il n'a pas la connaissance de son géniteur. Et puis tout à fait dans un autre cadre, est-ce qu'il faut maintenir le principe de la gratuité stricte, et je pense en particulier, essentiellement au don d'ovocytes, qui chez nous doit être strictement gratuit, avec le risque, mais on n'a pas de donneuse, parce que c'est très très lourd, avec le risque d'un afflux massif de femmes demandeuses d'un don d'ovocytes,
en Espagne, en Grèce, en Ukraine, avec des prix différents selon les pays. Et on peut parler d'un véritable marché européen de la stérilité. Ce n'est pas forcément non plus l'idéal. Alors, pour terminer, est-ce que Future is Gold? Je ne sais pas. Les évolutions technologiques permettent des prouesses inimaginables il y a quelques années. Le diagnostic préimplantatoire, en particulier, pourrait permettre, à partir de l'ADN d'une seule cellule, c'est ce qui est le cas, on prélève une cellule de l'embryon quand il y a une maladie génétique connue dans la famille. Mais maintenant, on peut très bien séquencer l'ensemble du génome. Et on voit bien, la loi française jusqu'à présent est très stricte. On peut faire un diagnostic préimplantatoire que lorsqu'il y a une maladie d'une particulière gravité connue dans la famille pour éviter à l'enfant d'être porteur. Mais dès maintenant, on commence à dire les femmes porteuses d'une mutation, un gène qui s'appelle BRCA1 pour ceux qui connaissent, elles ont pratiquement 50% de risque d'un cancer du sein. Est-ce qu'on ne doit pas détecter dans ces cas-là? Et certains disent attention, on est en train de franchir la ligne jaune parce qu'on est en train de rentrer dans le mythe de l'enfant génétiquement parfait, ce qui est un mythe bien entendu. Mais... Et puis en cas de maladie mitochondriale, on peut maintenant introduire les chromosomes de l'ovocyte dans un ovocyte énucléé. Ça a été autorisé en Angleterre, mais qui possède bien sûr des mitochondries saines. Donc on a parlé d'enfants à 3 parents, c'est peut-être un abus de langage, mais c'est un enfant qui aura les chromosomes de son père, bien sûr, de sa mère, mais l'ADN, mais les mitochondries d'une autre femme, avec son ADN qui code pour certains gènes. Donc là aussi, c'est l'objet de questions éthiques. Et on peut se dire, est-ce que ce qui est techniquement possible est toujours éthiquement acceptable? C'est la grande question. Alors en conclusion, procréer, est-ce que c'est un droit universel de tout être humain? Le Parlement européen a répondu oui, dans une résolution du 21 février 2008, en disant que l'infertilité était de nature médicale, etc. etc. Ah, mais le droit à procréer implique-t-il de facto un droit à l'enfant? C'est la question essentielle. Je n'ai pas vraiment de réponse et on pourra en discuter plus tard. Et je vous remercie pour votre attention. Cette statue vient du Bénin. Je la trouve magnifique personnellement. Merci beaucoup.